Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il n'y a pas de rivalité entre coépouses, il n'y a pas de jalousie. Enfin, moi, je trouve ça quand même. Non, il y en a. L'être humain est identique. Mais la jalousie, c'est un acte possessif. Et tout est fait pour préserver la liberté de l'individu, que ce soit du mari ou de la femme. Donc la jalousie est toujours étouffée. Bon, c'est vrai qu'un mari aime de façon générale que sa femme lui soit fidèle parce que c'est la garantie que les enfants qu'elle va lui donner sont ses enfants. Je pense que n'importe quel homme aime savoir que cet enfant est mon sang. Voilà. Donc l'amour, c'est vraiment... Tout amour ne doit pas être possessif. Pour que chaque être ait la liberté d'être ce qu'il est et qu'il puisse réaliser en quelque sorte le programme qu'il a en lui, puisque on est tous différents et chacun doit se réaliser. Et comme on dit souvent en banganté, som människa was en si Menschen. Donc personne n'est le Dieu de quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas le droit de transformer la personne qu'on aime sous prétexte qu'on l'aime. On l'aime pour ce qu'il est, comme il est, et on l'aime pour ce qu'il deviendra et non pas comme on veut qu'il devienne. L'histoire de l'amour, ton histoire avec notre chef. Et si on met encore une interprétation moderne à cela, ou bien un choc culturel, comment est-ce que Duchenne a vécu la polygamie selon les réalités africaines? Non, mes coépouses étaient toutes des petites sœurs pour moi. Et vraiment, même après la mort du chef, nous sommes restés des sœurs. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et je m'entendais parfaitement avec toutes mes coépouses. Bon, toutes les polygamies ne sont pas les mêmes, puisque ça dépend des personnes qui vivent cette polygamie-là. Mais pour moi, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de ce que j'ai vécu avec mes coépouses et avec le chef Banganté. Et je dis, l'amour, quand il y a l'amour quelque part, rien n'est impossible. C'est l'amour qui prime avant tout. L'amour est une force puissante et imprévisible, capable de bouleverser nos vies de manière inimaginable. Il transcende les barrières, défie la logique et pousse les cœurs à des actes souvent insensés, mais profondément sincères. Sous son emprise, l'ordinaire devient extraordinaire, et des limites autrefois infranchissables se dissipent face à l'élan d'un cœur passionné. Mais si l'amour peut inspirer des merveilles, il peut aussi conduire à des folies, des choix irrationnels et des sacrifices inattendus, révélant ainsi sa capacité à transformer, pour le meilleur ou pour le pire. Sa vie est un roman. C'est d'ailleurs en lisant son premier ouvrage, autobiographique, que les gens ont voulu la rencontrer chez elle, à Banganté, dans le pays Bamileke, à l'ouest du Cameroun. Et ils voulaient tous comprendre comment une femme blanche, française et diplômée de l'université avait pu tomber amoureuse d'un chef traditionnel, camerounais et polygame, vivre dans la chefferie, puis partir s'installer en brousse, au bord du fleuve Noun. La première rencontre avec un journaliste a eu lieu en 2006, à la pharmacie de l'Espoir, à Banganté. Il avait appris avec surprise que Claude Njike Bergeret possédait un téléphone portable. Le message qu'il lui avait alors laissé n'avait mis que quelques jours à lui parvenir. Thierry, un jeune Camerounais qui souhaitait lui faire lire ses poèmes sur l'Afrique et ses souffrances, l'avait accompagné. « Pourquoi parles-tu de souffrance? C'est à toi de trouver ta place », lui avait-elle lancé. 5 ans et 2 ouvrages, toujours autobiographiques. Plus tard, il est reparti à la rencontre de cette femme libre. Non sans mal puisque son numéro de portable ne répondait plus. Naturellement, la conversation a repris. Claude Njike Bergeret n'a pas changé en 5 ans. Elle avait conservé cette silhouette longiligne, sa tignasse de cheveux blancs sur une peau brûlée par le soleil et ses yeux bleus. Son pantalon et son t-shirt ont remplacé le traditionnel pagne africain qu'elle a longtemps porté. Dans le bureau du pharmacien, à l'étage, au frais, et face aux questions du journaliste qui ne croyait pas un mot de son histoire, elle raconte son choix de vie, sans chercher à convaincre, sans même chercher à comprendre. « Il y a juste à entendre », dit-elle, entrecoupant parfois ses phrases de proverbes Banganté.
sa deuxième langue maternelle. Claude Bergeret naît à Douala en août 1943 et passe toute son enfance à Bangangté, à 50 km de Bafoussam, la plus grande ville de l'Ouest Cameroun. Ses parents sont des pasteurs protestants affectés à la mission de Bangangté Mfetom. Ils y tiennent un collège pour filles où Claude était scolarisé, avec sa jeune sœur. Dès qu'elle le peut, cet enfant rebelle tourne le dos à la rigueur de son éducation protestante. Elle aime, malgré l'interdiction, retirer ses chaussures et courir pieds nus dans les collines. Souvent, elle aide au chant et fait l'école buissonnière avec ses jeunes amies camerounaises, auprès de qui elle s'initie à la langue bangangté. « Si je voulais jouer avec les enfants, il fallait bien que je parle leur langue », justifie-t-elle. De cette période, elle raconte que sa peau était blanche, mais que son cœur était celui d'une Camerounaise. Son retour en France, à l'âge de 13 ans, n'en est que plus douloureux. Comment vivre dans un pays, une culture, si différent de son pays natal, elle qui se moquait gentiment du blanc avec ses amis? Mon arrivée en France, ça a été comme couper le fil. Je m'y suis plus pourtant. J'étais intégrée, mais je me sentais différente, confie-t-elle. Réticente à l'autorité, Claude redouble plusieurs classes, puis finit par décrocher son bac. Retrouvant un peu de confiance en ses capacités, elle se prend de passion pour la géographie à l'université. Mariée jeune, elle a bientôt 2 garçons et aspire à enseigner, comme l'ont fait ses parents avant elle. « Mais je sentais que ma vie était ailleurs », dit-elle devant l'abbé Armel ébahi. Lui qui rêve de découvrir la France, mais n'en aura peut-être jamais l'occasion. Une décennie plus tard, et au prix de nombreuses insomnies, Claude prend tour à tour 2 décisions qui vont changer le cours de sa vie. Elle divorce d'abord et récupère la garde de ses enfants, puis stoppe net ses études et signe un contrat de 3 ans comme professeur au collège pour filles de Bangangté Mfetom, le même où ses parents furent missionnaires. À la fin de ce contrat, elle retournera en France, sûre d'y trouver sa place, passera l'agrégation de géographie et cherchera du travail. Les retrouvailles. Le retour à Bangangté de l'enfant devenu trentenaire est fêté comme il se doit par ses amis, heureux de la retrouver et qu'elle n'a jamais oublié. En 15 jours, Claude reparle le bangangté et se fond dans une ambiance toute africaine et une joie qui lui faisait défaut en France, où elle vivait mal un quotidien trop attaché à la chose matérielle. Ces journées sont rythmées par les cours au collège et les visites aux amis, dont certaines vivent dans la chefferie de Bangangté. Au Cameroun, les chefferies, apparues au XIVe siècle et dont une centaine ont survécu à la colonisation, sont des sortes de petits villages à la tête desquels se trouve un chef traditionnel. Les femmes du chef et leurs enfants y vivent en harmonie, chaque famille ayant sa propre case. Lorsque Claude revient à Bangangté, le chef Njike Pokam, François, compte ainsi une trentaine d'épouses légitimes. De ses visites à la chefferie, Claude aime l'amitié qui y règne, la sérénité qu'elle lit sur les visages de ses habitants. Petit à petit, elle se range derrière ces femmes qui prennent la vie avec un peu de fatalité, certes, mais surtout avec délice. Elle participe aux fêtes, assiste les naissances, aide au quotidien. Sa présence ne passe pas inaperçue aux yeux du chef, de 3 ans son cadet, dont elle apprécie l'intelligence du regard, l'élégance. Tombée amoureuse d'un chef traditionnel, un homme à femme, même moi, je ne pensais pas cela possible, répond Claude Djiké Bergeret. Pendant un temps, elle essaie de l'oublier. Puis, décidée à ne pas fuir cette difficulté, elle prolonge son contrat d'1 an et commence à vivre quotidiennement dans la chefferie afin de se convaincre que cette vie n'est pas faite pour elle. C'est pourtant le contraire qui se passe. Les rites et croyances propres à cette entité religieuse ne sont pas si contraignants et la vie y est paisible. Cette vie en harmonie avec soi-même, cette liberté, c'est ce que Claude recherche depuis toujours. « Tout est en nous », répète-t-elle. « Il faut juste un peu de courage pour devenir ce que l'on est. » Elle ne tarde pas à tomber enceinte et devient quelques mois avant la fin de son contrat la 40e épouse du chef. La vie au sein de la chefferie. Claude s'installe officiellement dans la chefferie. Parmi les traditions à respecter, il y a, pour le chef, celle de ne pas dormir seul dans son palais. Chaque soir, il choisit la femme qui partagera son lit. Je sais qu'en France, on fait beaucoup de cas de la polygamie. Pourtant, la polygamie, ce n'est pas toutes les femmes dans le même panier. Chaque relation avec le chef est différente. Par amour, elle aura 2 enfants de lui. Sophie, sa première fille, puis Rudolf, 2 ans plus tard. Aux premières années de bonheur succèdent cependant des temps plus difficiles, teintés parfois de désespoir. Le chef se met à boire, au vu et au su de tous, et devient violent. Claude est battu lors d'accès de colère mémorables. Mais le fait d'avoir été battu n'a rien à voir avec la polygamie.
En France, beaucoup de femmes sont battues par un mari monogame, mais la femme se tait et personne ne sait rien. Au moins, dans un foyer polygame, cela se fait devant d'autres femmes. Elles m'ont aidé à relativiser. Et puis, c'est moi qui ai accepté. L'abbé Armel ne lui laisse pas le temps de souffler. Justement, ma reine, comment avez-vous pu accepter? Je l'aimais, c'est tout, répond-elle simplement. 9 ans après leur union, le chef meurt d'une cirrhose du foie. Si elle avait respecté la tradition, Claude Njike-Bergeret aurait dû rester à la chefferie et se soumettre au nouveau chef, le frère de son mari. Mais elle n'était pas là par exotisme. Refusant d'accomplir le rite du veuvage, elle part s'installer avec ses 2 plus jeunes enfants à quelques kilomètres de là, au bord du fleuve Noun, sur une terre fertile, bien qu'encore vierge de toute exploitation. Ce sera son nouvel havre de paix, où ses 2 enfants français ne tardent pas à la rejoindre. Veuve, détachée de toutes obligations professionnelles, la Reine Blanche, surnom attribué par ses amis à la suite de son mariage, veut maintenant vivre au plus près de la terre, sa terre, celle où elle a fait ses premiers pas et qu'elle a appris à travailler dès l'enfance. J'avais une relation intuitive avec la terre. Pour moi, c'était la vie, confie-t-elle. Cette terre de la vallée du Noun, c'est son second coup de foudre. Même loin de la chefferie, elle aspire à vivre à la manière de ses anciennes coépouses, dans une sérénité éloignée du monde moderne. L'homme vit par addition, or qu'il faudrait vivre par soustraction, aime-t-elle à répéter. Les premières années, elle vit seule avec ses 4 enfants dans une petite case, sans porte ni fenêtre, qu'elle a construite avec l'aide de ses fils. Petit à petit, des personnes convoitant la fertilité de cette terre s'installent à ses côtés. La communauté grandit, les cases se multiplient. Un puits est creusé qui permet d'alimenter chaque foyer en eau. On s'éclaire à la lampe à pétrole. Des canards, poules, chèvres et moutons vivent en totale liberté. Ce n'est que 15 ans plus tard que l'électricité leur parvient, sans que Claude Njike-Bergeret n'ait jamais su qui avait financé le prolongement de la ligne. Lors de notre première rencontre en 2006, elle m'avait invité à aller voir son paradis. C'est ainsi que je m'attaquais aux 2 heures de piste pour découvrir sa ferme, tandis que Claude se dirigeait vers le marché de Bangangté pour vendre le fruit de ses récoltes. Prends la route de Yaoundé, à l'église peinte en rose, tourne à gauche et suit le fil électrique jusqu'au dernier poteau. À l'arrivée du journaliste, un de ses fils, pas plus surpris que ça de voir débarquer un inconnu, avait joué le guide. Avec lui, je découvrais un terrain immense, des champs de pastèques à n'en plus finir, des parcelles de maïs, de manioc, d'igname, de plantain et le fleuve Noun à quelques dizaines de mètres. Plusieurs cases se faisaient face, desquelles des femmes et des enfants entraient et sortaient dans une douce harmonie. Claude essayait avec le temps de faire pousser des framboises, elle a planté des oliviers. Elle dit ne cultiver que pour son plaisir et pour nourrir sa famille et la ribambelle de gamins qui vit à ses côtés, parfois même chez elle. Le surplus, elle le vend au marché, pour ne pas gâcher. Depuis l'arrivée de Claude dans cette vallée, plus de 300 personnes se sont installées au bord du Noun, toutes éparpillées, dans une autogérance basée sur la confiance et la générosité. Cette vie, loin de tout, ne l'empêche pas de s'intéresser au monde qui l'entoure. Au petit déjeuner, la radio est de temps en temps branchée sur Radio France Internationale. On me demande souvent si j'ai cherché à prouver quelque chose. Je réponds que j'ai aimé un homme, comme je n'avais jamais aimé aucun homme avant. C'est l'histoire de tous les couples, et chaque histoire est différente. Claude Njike-Bergeret se consacre également à l'écriture, partageant son expérience et valorisant les cultures africaines à travers plusieurs ouvrages, dont Ma passion africaine en 1997, La sagesse de mon village en 2000 et Agis d'un seul cœur en 2009. Aujourd'hui, des sources indiquent qu'elle se porte très bien, vivant toujours dans sa ferme au bord du Noun.